c'est la première fois que je parle devant un congrès de chromatothérapie. Alors, quels sont les gens ici qui connaissent la couleur un petit peu? Parce que je avais l'intention de vous parler d'abord un petit peu de couleur au sens théorique, j'allais dire, général, et puis ensuite montrer mes tableaux, mais des tableaux d'une certaine période. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des notions de couleur déjà assez avancées? Pas beaucoup, finalement, donc il faut peut-être faire un petit récapitulatif. Alors, je me présente rapidement. Je suis donc peintre coloriste et formateur depuis déjà pas mal de temps. J'ai commencé la peinture assez tard, vers l'âge de 30 ans, parce qu'auparavant, j'étais professeur de sciences économiques. Donc, oui. Donc, quoi, l'économie mène à tout. Alors, j'ai eu plusieurs périodes. Je vous présenterai rapidement pour ensuite vous montrer une certaine période de ma peinture. Ma première période fut très subjective et je donnais beaucoup trop de moi. C'est-à-dire que je travaillais de façon tout à fait subjective les couleurs et les formes. Et je me suis aperçu qu'il fallait que je travaille d'une façon plus méthodique, plus scientifique. Et donc, je me suis intéressé aux différentes théories de la couleur, celle de Chevreul, les contrastes simultanés, l'art de la couleur de Johannes Itten, et notamment les recherches des arts décoratifs dans les années 80 de M. Jacques Filassier, qui a découvert une nouvelle façon de travailler la couleur qui s'appelle la psychométrie. Je vais vous parler un petit peu, le temps que j'aurai. Alors, c'est ma mère, Mme Jacqueline Caron, à qui je veux rendre hommage, qui était elle-même peintre et qui connaissait très bien monsieur et Mme Agrapard, qui m'a ouvert en fait à ce monde nouveau de la couleur, aux infinies possibilités. Donc, elle a organisé pendant plusieurs années l'Académie d'été de la couleur à Poète-Laval, dans la maison de Poète-Laval dans la Drôme. Et c'est là que j'ai pu rencontrer des personnalités comme justement Michel et Christian Agrapard, qui venaient régulièrement aux Académies de la couleur. Mitsuo Kobayashi et Michel Albert Vanel. Alors, ma deuxième période de peinture a été celle de la recherche couleur, où j'ai essayé de mettre en application mes nouvelles connaissances pour en faire des tableaux. Et d'ailleurs, c'est en voyant un de ces tableaux intitulé Cheminement chromatique que Mitsuo, le japonais Mitsuo Kobayashi, qui était professeur à Tokyo, m'a dit « J'ai compris ton cœur et ton esprit », ce qui est une phrase magnifique. Alors, le tableau que je vais vous présenter ici, après une petite période de théorie, parce qu'il faut que je vous parle un petit peu de la couleur d'abord de façon plus théorique, appartiennent à ma troisième période, que je dirais apocalyptique, c'est-à-dire que j'avais la sensation d'être arrivé au bout de mes recherches. Je devais donner plus de sens, plus d'engagement à mon travail, et en tant que peintre, je ne pouvais pas rester indifférent devant le grand spectacle du monde, ce monde fascinant et effrayant que nous montrent les médias, à la fois paradis, purgatoire et enfer, un monde en souffrance, détruit par notre faute, un monde en ébullition permanente, où l'explosion devant un thème de peinture, sans oublier toutefois les merveilles qu'il recèle encore et que nous ne regardons pas assez. Donc j'ai réalisé 10 grands tableaux sur ce thème, et dans son travail, ma mère Jacqueline avait plutôt travaillé sur la tonalité et la clarté des couleurs, et moi j'ai travaillé plus particulièrement sur la saturation. Alors je vais vous expliquer rapidement à quoi correspondent ces notions. Alors d'abord, je vous parle rapidement de ce que c'est que la couleur. En fait, la couleur, on pourrait dire que toutes les couleurs, l'ensemble des couleurs peuvent se présenter dans ce qu'on appelle un solide des couleurs. Donc il faut que je parle rapidement des solides des couleurs. Et en fait, la couleur, c'est un point dans un espace à 3 dimensions, avec la tonalité, la clarté et la saturation. Ça, je vous parlerai rapidement, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, des instruments de mesure de la couleur, parce qu'aujourd'hui, il y a des colorimètres, mais il y a également, M. Filassier a inventé les instruments qui permettent aux peintres d'avoir une idée plus précise des couleurs qu'ils utilisent. Et ensuite, je vous parlerai de mes tableaux, donc, où j'ai justement essayé d'appliquer ces connaissances et cette méthode de couleur à un thème particulier, à ce que je voulais dire. Voilà, donc généralité sur la couleur et la saturation. Voilà. Donc toute couleur est un point dans un espace à 3 dimensions. Ici, vous avez un solide des couleurs, qui est le solide des couleurs d'une seule. Alors, la couleur, en fait, on peut dire que la couleur, il y a 3 dimensions, ce qu'on appelle les facteurs de perception. Alors, la tonalité, les tonalités sont les couleurs. Donc, elles se mesurent ici sur le cercle chromatique. Vous voyez, le jaune, le rouge, le vert, le bleu, etc.
Et à chaque tonalité correspond une longueur d'onde. Parce qu'en fait, la couleur, c'est de l'énergie lumineuse réfléchie par une surface. Et toute couleur renvoie toutes les longueurs d'onde, mais en fonction de certaines renvoient plus de certaines longueurs d'onde que d'autres. Donc, je vous montrerai un petit graphisme pour vous expliquer. En fait, donc, toutes les couleurs renvoient toutes les longueurs d'onde de la lumière. Vous savez que la lumière, ça va du violet au rouge, donc 380 nanomètres à 760 nanomètres. Et toutes les couleurs envoient toutes les longueurs d'onde, mais pour certaines couleurs, il y a ce qu'on appelle une longueur d'onde dominante, c'est certaines longueurs d'onde qui sont envoyées plus que d'autres. Alors la clarté, donc la tonalité se mesure ici. La clarté, eh bien, la clarté correspond à la quantité, vous voyez, la quantité de lumière réfléchie par la surface. Donc, par exemple, le noir absolu renvoie 0% de lumière et le blanc absolu renvoie 100%. Et toutes les autres couleurs renvoient entre les deux, entre 0 et 100%. Et la clarté se mesure donc entre le noir ici et le blanc ici. Et vous avez donc toute la gamme des gris ici au centre de la sphère. Donc la clarté se mesure dans l'axe vertical. Et la saturation, alors c'est une notion qui est plus difficile à appréhender pour les gens, parce que la notion de couleur, vous connaissez, jaune, rouge, vert, bleu, etc. La clarté, vous connaissez, c'est le clair-obscur. Par exemple, il va y avoir la télévision en couleur, la télévision en clair-obscur. Par contre, la saturation mesure, si vous voulez, le niveau de vivacité ou de pureté de la couleur. C'est-à-dire que vous avez des couleurs vives et vous avez des gris. Donc un gris, par exemple, fabriqué avec du noir et du blanc. Alors la couleur pure, c'est 100% de saturation. Et le gris, ici, le gris central, par exemple, ici, ça sera 0% de saturation. D'accord ? Et ici, toutes les couleurs qui vont se situer ici, sur cet axe horizontal, ici, vont... alors ici, la saturation va diminuer au fur et à mesure qu'on va vers le gris. Vous voyez ? Alors ici, par exemple, si on prend ces couleurs, si vous voyez ce solide qui a une forme un peu particulière, parce que ce n'est pas une sphère, parce que le jaune étant plus clair que le bleu, naturellement, à l'état pur, il se trouve plus près du blanc et le bleu plus près du noir. D'accord ? Alors ici, par exemple, si on prend ce schéma-là, vous voyez que ces couleurs ici, vous les voyez ? Toutes ces couleurs, on pourrait dire qu'elles sont de même clarté et de même saturation. Elles sont de même clarté parce qu'elles se situent au même niveau de l'échelle des gris, et elles sont de même saturation parce qu'elles se situent à égale distance, ici sur ce cylindre qu'on peut figurer, à égale distance du gris central. Voilà. Alors ça, tout le problème de la couleur peut se résumer à ça, en fait. Après, on peut faire d'autres choses, mais ça, c'est fondamental pour la compréhension de ce que je vais vous montrer. Bon, d'autre part, oui, j'ai mis, on désature une couleur. Comment est-ce qu'on désature une couleur ? On prend une couleur pure. Pour désaturer une couleur, soit on met du gris dedans, par exemple un gris fabriqué avec du noir et du blanc, donc un gris neutre, soit on met sa couleur complémentaire, c'est-à-dire celle qui est opposée, pour simplifier, sur le cercle des couleurs, vert rouge par exemple, soit, alors si on met du blanc dans une couleur, on la désature également, puisqu'on en fait un ton moins vif. Les tons pastels, par exemple, sont des tons plus clairs que les tons purs, mais ils sont moins vifs. Ça, c'est parfois un peu difficile à comprendre. Et puis enfin, si on met du noir, c'est pareil, on enlève de la pureté à la couleur. Et si on met de toute façon une autre couleur, on lui enlève de la pureté. Alors, une façon aussi d'obtenir des gris colorés, par exemple, qui sont une très jolie couleur qui rend le gris plus vivant. Les gris colorés sont plus vivants. Par exemple, là, vous avez un gris neutre. Je ne sais pas s'il y a des gris colorés. Pour faire des gris colorés, soit on prend un gris neutre, par exemple, fait avec du noir et du blanc, et on met de la couleur dedans. Soit on mélange des complémentaires. Soit Alors, coloration par contraste simultané, ça c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les couleurs interagissent entre elles. Et si on met par exemple un rouge sur une surface gris
eh bien, le rouge paraîtra verdâtre. Il prendra la couleur de la complémentaire du rouge. Non, toutes les couleurs que peut voir notre œil, y compris après dans ce seuil-là. Il y en a environ 10 000 à peu près. Alors ensuite, alors ça, par exemple, voilà une page d'un système de couleurs. C'est le système SUDA NCS, qui est utilisé, par exemple, pour le IKEA. IKEA utilise ce système pour choisir ses couleurs. Donc là, si vous voulez, c'est une page, une couleur dans le système. Par exemple, ce vert-là. Si on prend ce vert-là, on a donc, voyez, je ne sais pas, vous ne voyez pas peut-être, il est intitulé, il est nommé 40-20 G10Y. Alors G10Y, ça veut dire que G c'est green, vert, Y c'est yellow, jaune. Ça veut dire que c'est une couleur qui a 10% de jaune et 90% de vert, et qui est de clarté 40. La clarté, elle est ici, vous voyez, mesurée entre le noir et le blanc, ici. Et de saturation 20. La saturation se mesurant de la couleur pure au gris. Voilà, donc c'est une couleur qui est ici. Voilà. Donc alors vous avez des systèmes de couleurs comme ça. Vous avez qui sont utilisés maintenant partout dans l'industrie, dans le textile, pas seulement dans moi j'utilise dans la peinture. Je n'utilise pas celui-là, j'utilise le cercle chromatique que vous allez voir. Mais c'est un système qui est extrêmement répandu, le système NCS. Alors là, non, ça, je reviens en arrière, pardon. Alors les instruments, rapidement, pour mesurer la couleur en psychométrie. La psychométrie, si vous voulez, c'est la science de la vision des couleurs par l'œil humain. Parce qu'on peut utiliser pour analyser les couleurs un spectrophotomètre, qui est un appareil, mais on peut aussi utiliser des petits instruments que vous a donné M. Filassier, et qui permettent justement de mesurer, d'avoir une idée plus précise de la couleur qu'on utilise. Alors en tonalité, il y a le cercle psychométrique des tonalités. En clarté, l'échelle des clartés, et en saturation, la planche des saturations. Alors voilà un cercle psychométrique des tonalités. Il y a 36 couleurs. C'est celui que j'utilise d'ailleurs pour choisir mes couleurs dans mes tableaux, très souvent, pas notamment ceux que vous allez voir. Donc il y a 36 couleurs. Vous avez donc, et alors toutes les couleurs sont à équidistance perceptive au niveau de la tonalité. Alors ça permet de faire des repérages de couleurs, par exemple. Alors, je prends ce bleu. Vous voyez, je veux savoir, je peux dire que c'est un bleu, quel bleu, un bleu de cobalt, par exemple. Mais tout dépend de la surface sur laquelle il sera placé. Si je le place sur du blanc, il ne sera pas pareil que si je le place sur un gris. Alors, je vais voir sur le cercle chromatique où il se trouve exactement. Vous voyez, alors, ça me permet de voir à peu près, d'essayer de repérer la couleur sur laquelle il est. La couleur de base. Voilà. Et puis avec ça, je peux faire des accords de couleurs, je peux faire des séries chromatiques, je peux faire des cheminements chromatiques, je peux faire tout un tas de choses. Voilà, alors ça, c'est le cercle, c'est les couleurs du système NCS que je vous ai montré tout à l'heure, le système suédois. Notre couleur, elle est là, vous voyez, G10Y, elle est là, par exemple. Donc c'est un vert. Le système tourne autour du jaune, du rouge, du bleu et du vert. Et là, il a 40 couleurs. Ici, voilà une échelle des clartés. Alors pareil, ça permet... Donc si je veux avoir une idée plus précise de la clarté, de la quantité de lumière que renvoie ma couleur, eh bien, je vais prendre par exemple ma teinte et je vais la placer à l'endroit avec laquelle, en plissant les yeux, je vais plisser les yeux et je vais essayer de trouver la barrette avec laquelle elle se confond. Donc le bleu est une couleur très sombre, donc il va probablement se trouver par là, vers le bas. Là, c'est un peu compliqué parce que c'est une photo. Mais voilà, on peut savoir exactement quelle est la clarté de ma couleur, c'est la quantité de lumière qu'elle renvoie. Alors, par exemple, ça peut être très important dans une pièce en architecture. Si on veut avoir des murs clairs, il faut savoir quelle clarté on va utiliser. Donc, mesurer cette clarté de façon précise. Alors ça, c'est la courbe d'efficacité lumineuse. On va passer rapidement parce que ça permet de faire justement des dégradés. C'est qu'un dégradé, ça doit être régulier au niveau visuel, c'est-à-dire qu'il doit y avoir d'une couleur foncée à une couleur claire, par exemple. Ça doit être régulier pour que ça soit beau et intéressant, puisqu'il faut qu'il y ait le même écart visuel entre chaque couleur au niveau du clair-obscur. Alors là, ici, je peux faire mes dégradés. Par exemple, en choisissant une clarté de départ et une clarté d'arrivée, je les reporte comme ça sur ma courbe. Je rapporte ici et là. Je détermine mon nombre d'intervalles, l'intervalle que je veux, et ensuite je remonte sur la courbe et j'ai mes clartés intermédiaires.
Donc ça m'évite, ça me fait un dégradé plus précis. Alors ça, je l'utilise de temps en temps, mais pas très souvent. Ça, c'est une planche des saturations. Donc voilà, les couleurs pures ici, au-dessus. Et ici, le gris. Ici, les gris correspondant à la couleur, c'est-à-dire les gris de la clarté de la couleur. Clarté. Et après, je détermine 3 niveaux intermédiaires. Un niveau, une saturation moyenne, une saturation plus forte, une saturation moins forte. Le tout étant que j'ai là aussi des équidistances perceptives. C'est-à-dire que mon œil a la sensation que les écarts au niveau de la saturation sont les mêmes. Ça va, je ne vais pas trop vite? Bon. Voilà, ça c'est la courbe de réflexion spectrale. Donc toute couleur, je vous ai dit, c'est toute surface colorée. Toute couleur, c'est la lumière réfléchie par une surface. Alors, évidemment, toutes les couleurs, on renvoie à toutes les longueurs d'onde de la lumière, donc du violet au rouge, 400 nanomètres, 700 nanomètres, mais pas de la même façon. Par exemple, si on prend ici un rouge, voilà un rouge ici, vous voyez pourquoi il nous apparaît rouge? Parce qu'il renvoie beaucoup plus des grandes longueurs d'onde ici que des petites longueurs d'onde. Et puis, donc là, par exemple, là, c'est un pourpre, là, c'est un vert. Bon. Alors, on a un blanc, par exemple. Un blanc, tout sera rempli, puisque le blanc renvoie la totalité, enfin, un blanc absolu. Toute la surface serait comme ça, avec le spectre de la lumière, complètement rempli, puisque le blanc renvoie toute la lumière. Et un noir, au contraire, ça serait 0, puisque le noir absolu ne renvoie aucune lumière. Et un gris, ça serait ça, mais plat, puisque le gris, c'est saturation 0. Alors, voilà, par exemple, alors ici, comment on peut calculer? Alors, la saturation, je peux la voir, la saturation de la couleur, je peux me référer au tableau que je vous ai montré précédemment, celui-là. Et puis, je peux carrément la calculer, mais là, il faut un spectrophotomètre où il faut... Alors, on peut calculer la saturation en faisant vous voyez, point grand E moins petit e sur grand E, c'est-à-dire que le point le plus haut de la courbe de réflexion spectrale, la longueur d'onde dominante, le point le plus bas divisé par le point le plus haut, et ça me donne la saturation de la couleur. Bon, ça, je n'utilise pas en peinture, je vous rassure. Mais c'est pour dire que tout ça, ça peut se calculer. Comme je vous le disais, j'ai fait beaucoup de tableaux avant, jusqu'en des années à peu près 2010 sur des recherches couleurs, des tableaux avec des séries chromatiques, des cheminements chromatiques. Où parfois, il n'y avait que de la couleur, parfois je mettais aussi des paysages. J'ai recommencé à le faire d'ailleurs maintenant. Et puis à un moment donné, j'ai eu l'impression que j'étais un peu au bout. Il fallait aussi que je fasse mon travail de peintre, c'est-à-dire que je donne la sensation devant le monde. Parce que le peintre, il regarde le monde, il le voit, il l'interprète à sa façon. Donc c'est ça, je pense, son rôle principal, s'il a un rôle à jouer. En même temps, la peinture, c'est aussi une psychothérapie personnelle, d'ailleurs, c'est vrai. Mais je ne peux pas rester indifférent à ce qui se passe, et il faut que je donne ma sensation devant ce qui se passe. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans un certain nombre de tableaux que j'ai fait à partir des années 2010 à peu près. Alors par contre, moi je voulais faire des tableaux composés, c'est-à-dire que je ne voulais pas faire des tableaux comme ça à la sensation uniquement, même si je donnais ma sensation. J'ai voulu faire des tableaux composés, un peu à la façon, j'allais dire, de la Renaissance, c'est un peu prétentieux peut-être, mais c'est-à-dire des tableaux architecturés, avec une composition bien réfléchie, pour les formes, la construction du tableau, et également pour la couleur, puisque j'ai pu ainsi utiliser ma méthode, la méthode que m'avait appris ma mère et M. Filassier, notamment. Alors, j'ai pris cette citation de Matisse, parce qu'elle me paraît intéressante, qui dit « Pour moi, un tableau est comme un jeu de cartes. Dès le début, on doit savoir ce que l'on veut obtenir à la fin. Par conséquent, tout doit être travaillé à l'envers et fini avant même d'avoir commencé. » Donc, ça peut paraître paradoxal, mais moi, je voulais exactement savoir, connaître le résultat. J'avais un but précis, je voulais exprimer quelque chose. Donc, je me suis dit, il faut que je sache à peu près où je vais. Donc j'ai une idée du tableau que je vais faire au final. Par contre, il est évident que de toute façon, le tableau n'est jamais ce qu'on a dans la tête. Parce que ça, personne n'est capable de faire exactement ce qu'il a dans la tête. Donc c'est toujours une aventure, c'est toujours une surprise à l'arrivée. Mais quand même, j'ai essayé d'avoir une idée précise de ce que je voulais. Alors le Paraty, alors ça c'est 4 tableaux qui ont été faits entre 2013 et 2017 à peu près. J'en ai fait en total une dizaine sur ce thème, voilà.
Alors ici, à gauche, vous avez le paradis. Au milieu, c'est un triptyque sur bois, pardon, je l'ai dit, qui fait 2 mètres 40 par 1 mètre 50 et qui est peint à l'acrylique. Donc ici, vous avez le paradis, ici le purgatoire et ici l'enfer. Alors mon idée déjà, c'était, puisque je travaillais au niveau des couleurs, d'aller d'une saturation vive, une saturation plus forte pour le paradis, à une saturation des couleurs faible pour l'enfer. Pour moi, le paradis, c'était la couleur, l'enfer, c'est le gris, déjà. Donc l'idée de départ, c'était d'avoir ici quelque chose de plus coloré, ici un peu moins, ici encore moins. Alors, l'idée générale, c'est la philosophie, j'allais dire, du tableau, c'est que le purgatoire, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là. Voilà. Et en fonction de nos choix, de notre vie, des choix qu'on fera, etc., eh bien, on ira soit vers le paradis à gauche, soit vers l'enfer à droite. Donc c'est à nous de choisir le monde dans lequel on veut vivre, finalement. Alors, je vous ai parlé d'architecture, donc voilà. Pour exprimer ça, c'est en quelque sorte la composition rythmique du tableau. Il y a globalement trois types de composition rythmique dans un tableau. Il y a une composition statique, avec des verticales horizontales, et deux compositions dynamiques. Alors, soit c'est comme ça des diagonales, avec des triangles, soit une autre que je vous montrerai tout à l'heure, avec des cercles. Alors ici, j'ai choisi le triangle, quelque chose de dynamique, plutôt dynamique, et plutôt le triangle évoque à la fois un peu l'agressivité, et en même temps aussi le tragique. Donc ça me paraissait correspondre pour évoquer cette idée d'enfer, du monde actuel, quelque chose à la fois d'assez violent, dynamique et même tragique, comme on le voit tous les jours. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette structure. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la composition rythmique ou l'architecture du tableau, enfin la construction plutôt. Alors voilà, par exemple, après je mets un dessin, premier dessin dessus. Voilà. Alors ça, j'ai fait des études, je fais pas mal d'études de croquis, etc., avant de choisir un dessin définitif. Ça, c'est un de ces dessins-là. On cite toujours Picasso, par exemple. Moi, j'en suis très loin. Pour les Demoiselles d'Avignon, vous connaissez ? Bon, il paraît qu'il a fait 700 dessins préparatoires. Oui. Bon, je crois qu'aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de gens qui font 700 dessins pour préparer un tableau. Bon, moi, j'en ai pas fait 700, j'ai dû en faire peut-être 50, mais c'est déjà pas mal. Je ne sais même pas. Voilà. Alors, ensuite, voilà. Alors, les couleurs. Donc, les couleurs, voilà. Alors, j'ai pris une gamme sur mon cercle chromatique, que vous avez vu tout à l'heure, le cercle psychométrique. J'ai pris une gamme de 4 couleurs simplement, mais en équidistance perceptive, c'est-à-dire de façon à avoir quelque chose d'équilibré. Donc, j'ai pris un vert, le vert 160, un jaune, le jaune 70, un rouge fuchsia magenta, le 340, et le bleu 250. Et ensuite, alors qu'est-ce que je fais ? Je prends, alors avec mon échelle de clarté que vous avez vue, vous voyez là, ça va ? Avec mon échelle de clarté, je fabrique le gris de même clarté que la couleur. Donc ce gris-là pour ce bleu-là, et ce gris là-bas pour ce vert-là. Et ensuite, je les mélange avec mon bleu, et je fais mes intermédiaires, et je fais ma gamme en désaturation, donc de mes couleurs, là c'est bleu et le vert, et là le jaune et le rouge. Vous voyez que pour le jaune, par exemple, le gris est très clair, et pour le rouge, il est plus foncé. Et j'ai marqué la clarté de mon gris là-dessus. Donc là, j'ai une gamme qu'on appelle donc isochrome et isophane, c'est-à-dire que c'est la même couleur et c'est la même clarté. D'accord ? Par contre, la saturation diminue, puisque je vais de saturation, on va dire 100%, on admet, à saturation 0. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je reprends alors là une autre théorie qui est celle d'Albert Vanel, qui est celle des ensembles de couleurs, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir des ensembles de couleurs qui expriment, qui donnent une sensation désirée. C'est-à-dire qu'on peut grouper les couleurs par affinité afin qu'elles donnent une certaine sensation. Là, je me dis, c'est très bien, puisque pour le paradis, je vais essayer de trouver un ensemble de couleurs qui évoque le paradis. Pour le purgatoire, pareil, et pour l'enfer, pareil. Donc j'ai repris mes couleurs de base que j'avais créées, et j'ai refait un ensemble de couleurs pour le paradis. Donc a priori, j'ai pris des couleurs plus vives, mais pas que, j'ai pris aussi des couleurs un petit peu moins vives.
Voilà, ensemble de couleurs. Ça, c'est pour le purgatoire. Alors là, il y a un certain nombre de couleurs en fonction des formes que j'ai dans mon tableau, des surfaces à peindre. Et puis ici, voilà, l'enfer. Voilà. Et alors ça, c'est l'esquisse, j'allais dire, du tableau. Voilà. Donc on commence doucement. Et puis après, c'est l'intermédiaire, mi-parcours. Voilà, la construction du tableau. C'est très amusant de voir le tableau se construire, d'ailleurs. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter en route. Des fois, on a envie de s'arrêter en route. Il faut continuer son idée et aller jusqu'au bout. Et voilà le tableau final. Il date de 2016. Ah, ici, vous avez les âmes du purgatoire. Donc, et puis ici, c'est un homme d'affaires, bon, pas très honnête. Ici, c'est un contrôleur de, je sais pas, SNCE, je sais plus, c'est un peu délirant. Et puis là, bon, vous voyez un peu ce que c'est. Une femme, etc. Alors ça, je me suis inspiré de la mêlée de rugby, je vous la montrerai tout à l'heure, parce que la mêlée de rugby, pour moi, c'est très symbolique de la violence contrôlée, et c'est quelque chose de très symbolique. J'aime bien le rugby en plus. Et puis ici, c'est l'amour, bien sûr, l'amour de l'enfant pour sa mère, les amoureux, etc. Bon, enfin bon. Ici, c'est moi, un peu plus jeune. C'est moi un peu plus jeune au salon de Toutry en Côte d'Or en 2015. Voilà. Alors je continue. Deuxième tableau, c'est Il y avait une ville. Alors ça avait été inspiré par la chanson de Claude Nougaro. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette chanson. Vous connaissez cette chanson sur la bombe atomique. C'est pas très gai, vous me direz quand même. Sur la bombe atomique, c'est une chanson magnifique. Là, j'ai fait un peu comme certains peintres, c'est-à-dire que je suis parti d'un tableau déjà existant et je le refais à ma façon. Alors ça, c'est le tableau de Rubens qui est au Musée des Beaux-Arts de Lyon, qui s'intitule « Saint-Dominique et Saint-François d'Assise préservant le monde de la colère du Christ », qui date de 1620. Donc Rubens, c'est 1577-1640, donc c'est à cheval sur le 16e et le 17e. Et c'est un tableau qui date de la contre-réforme catholique, où il a voulu expliquer un certain nombre de choses. C'est assez compliqué, je ne connais pas bien l'histoire du tableau d'ailleurs. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait donc deux parties, une partie terrestre ici, et une partie, le ciel ici, une partie céleste. Ici d'ailleurs, Rubens a travaillé aussi sur la saturation, vous voyez très bien, il connaissait parfaiement les couleurs, c'était un très grand coloriste, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus moderne que les autres peintres de la même époque. Donc vous voyez par exemple ici un pur contraste de saturation entre le rouge de la robe du Christ et le gris d'une vache sur laquelle il s'appuie, avec une couleur intermédiaire ici, un jaune qui est en demi-saturation. Donc on pourrait multiplier les exemples de contraste de saturation dans son tableau. Là. Il y en a partout, là, ici, avec l'évêque. Contraste en couleur gris. Alors ici, pareil, j'ai refait ma structure rythmique, donc ici en cercle plutôt. Donc, une composition dynamique, là on va dire le cercle c'est dynamique, ça bouge, c'est du mouvement. Donc une espèce de tourbillon qui nous emmène vers le ciel, et cette structure triangulaire ici qui nous emmène vers le haut également. Ah oui, alors là il y a un petit, voilà, alors un dessin encore un dessin comme ça, un des dessins sur la structure. Oui, là, il faut que j'appuie 2 fois. Les couleurs, alors j'ai repris exactement les mêmes couleurs que le tableau précédent. Donc, vous allez voir que le résultat est complètement différent, avec les mêmes couleurs. Ça, je ne sais pas, c'est un petit truc qui s'est fait quand on a enregistré, je ne sais pas pourquoi. C'est un petit truc rigolo. Voilà, c'est marrant. Petit truc rigolo. Voilà, alors les gammes de couleurs, je repars sur mes gris, donc mes 4 couleurs. Je les désature au gris de même clarté, voilà, donc ça me fait une gamme, donc ici, isochrome, isophane, c'est-à-dire des couleurs de même tonalité, même clarté, mais de saturation différente. Ici, j'ai une gamme de couleurs de même saturation, vous voyez. Tout ça, c'est de même saturation. Comme ça. Etc. Et ici, également, j'ai la même clarté, puisque le gris est la clarté de la couleur de base. Alors ensuite, là, je n'ai pas fini, par contre. Comme j'ai la terre dans mon tableau, j'ai la terre et le ciel. Donc pour la terre, je voulais faire des couleurs vives,
des couleurs assez un peu, comment dire, assez saturées et contrastées. Et pour le ciel, il me fallait au contraire des tons plus pastels, plus légers, plus clairs. Donc je suis reparti de ma gamme que vous avez vue précédemment et j'ai repris certaines couleurs dans cette gamme, et pas seulement des couleurs pures, également des couleurs moyennes, et je les ai éclaircies encore jusqu'à une certaine clarté. La clarté 75, c'est quelque chose de très clair. Donc, et comme ça, j'ai obtenu un ensemble de tons pastels que j'ai utilisé pour le ciel. Voilà. Donc ça, c'est le début du tableau. Alors ici, bon, il y a un tas de choses que j'ai mis dedans. Je me suis inspiré de pas mal de peintres. Par exemple, Picasso, ici. Là, vous verrez après. Ici, là, oui. Dessin érotique de Picasso, même, d'ailleurs. Alors ici, les couleurs, vous voyez, on voit moins bien, mais on voit la terre, c'est les couleurs plus contrastées, plus vives, rouge, bleu, jaune, etc. Ici, c'est plus pastel pour le ciel. Voilà, ça, c'est à mi-parcours. Voilà. Et le tableau final. Voilà. Bon, je ne vous explique pas tout le tableau parce que je ne sais pas combien de temps il me reste encore. De toute façon, on a encore 2 tableaux à voir, donc ça va aller. La bataille des couleurs. Alors là, c'est pareil. C'est un tableau qui date de 2014, qui visait à illustrer la lutte des forces contraires. Ce qui se passe par exemple aujourd'hui, la lutte entre un monde ancien et un monde nouveau qui essaye d'émerger mais qui n'y arrive pas. Et la lutte, c'est éternel. Donc je suis parti là aussi d'un tableau d'un Italien du 16e, Bassano, une scène de bataille qui me fascinait. C'est au musée des Beaux-Arts de Lyon aussi. Je ne sais pas pourquoi je suis assez fasciné par les scènes de bataille, les choses qui s'entrechoquent comme ça. C'est pour ça ce qui me plaît dans le rugby d'ailleurs. Ici, donc la structure rythmique. Alors j'ai étudié la structure du tableau. Là, c'est une structure rythmique assez dynamique aussi, avec des ronds, comme une espèce d'arc de cercle, comme si les 2 forces se poussaient comme 2 plaques tectoniques, et puis les drapeaux qui font les triangles et qui provoquent encore qui évoquent le choc des guerriers. Ici, un autre dessin. Et puis les couleurs. Alors là, j'ai repris les couleurs du tableau original. Je les ai rehaussées. Donc je me suis aperçu qu'il y avait une gamme très équilibrée entre des tons froids et des tons chauds. Et avec ça, j'ai fait mes gris. Alors cette fois-ci, non pas avec un gris de même clarté, mais en mélangeant les couleurs antagonistes. Donc là aussi, on obtient des gris colorés. Et ces gris, alors voilà, par exemple, ici, mélange un rouge et un bleu. Vous voyez, ça donne un gris foncé. On peut ensuite l'éclaircir avec du blanc. Ici, rouge, bleu également, ça donne, vous voyez, ces tons presque du noir, qu'on peut éclaircir après. Là, c'est vert, rouge. Et là, c'est rouge. Alors, rouge, bleu, vert, jaune. Ouais. Vert, orange. Voilà. Donc là aussi, c'est une façon d'obtenir des tons désaturés par mélange. Et voilà le tableau final. Alors là aussi, bon, on va expliquer. Alors là, c'est pas Jeanne d'Arc, hein. C'est vrai, parce que tout le monde, quand j'ai montré le tableau, tout le monde pensait que c'était Jeanne d'Arc. C'est pas Jeanne d'Arc, c'est... En fait, j'avais pris comme modèle le présentateur de l'époque de la grande librairie, François Bunvel. Je sais pas pourquoi. Enfin, voilà. C'est vrai qu'il avait une tête de chevalier. Et puis le dernier, donc la grande mêlée, ça a été le premier que j'ai fait. Ça, c'était pour évoquer la force de vie. La force de vie. Alors là aussi, c'est un triptyque de 1,40 m par 1,50 m, avec la force de vie qui peut s'illustrer de 3 façons. Soit l'amour, toujours, bien sûr, qui est la meilleure. Soit, alors le rugby, qui est justement... La mêlée de rugby, qui est l'archétype de la violence contrôlée, de la bonne violence, la violence qu'on a utilisée de façon positive, en quelque sorte, pour en faire un spectacle, mais un beau spectacle, et un spectacle, disons, correct. Et puis, voilà, donc c'est pour ça que c'est la lutte aussi, la mêlée de rugby, c'est la lutte des forces contraires. Alors, on peut en parler aussi, il y a un tas de gens là-dedans qui font différentes choses. Il y a ceux notamment qui sont pris dans la mêlée, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, mais ils sont pris dedans. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs. Ils sont obligés d'y aller sans avoir envie. Et puis ici, la violence, donc évidemment, la violence de toutes sortes, la violence physique, la violence verbale,
la violence encore envers les femmes, etc. Ici, bon, et puis ici, bien sûr, la pollution, la pollution, et ce qui nous reste encore de nature sauvegardée. Voilà, alors là, encore un autre système pour les mélanges de couleurs, puisque je n'ai pas utilisé les mélanges ni les gris mélangés. J'ai utilisé la superposition, ça c'est le départ du tableau. Donc j'ai fait quelque chose de très léger, j'ai voulu faire des glacis, ce qu'on appelle des glacis, des superpositions de couleurs très légères, et toutes mes couleurs sont obtenues, j'ai pris ces 4 couleurs à la base, et toutes les couleurs du tableau sont faites avec ces 4 couleurs, par superposition de couches. Je n'ai pas mis de blanc ni de noir, absolument pas. C'est que des superpositions de couches les unes sur les autres. Et plus on va, là on a ce qu'on appelle un mélange soustractif, c'est-à-dire plus on superpose les couleurs, et plus on va vers le sombre. Vous voyez, donc plus on superpose, plus on va vers le sombre. Et à l'arrivée, on peut même avoir presque pas des noirs, mais enfin des choses très sombres. Et là aussi, on peut obtenir des gris. Voilà.